Présent. Monsieur Chabriard, présent. Madame Chaumet, présent. Monsieur Corr, présent. Madame Cuvillier, présente. Monsieur Dauphin, présent. Monsieur Dominguez est présent. Monsieur Ducrot, présent. Monsieur Pafourni, monsieur là. Monsieur Hiller, présent. Madame Lemoinon, présente. Monsieur Machu, présent. Madame Chaban, présente. Madame Molinier, est à droite. Madame Moulin, est là. Monsieur Péter, présent. Madame Péter, là. Madame Pinot est là. Monsieur Rolla est présent. Madame Fellon est présente. Madame Bansky, présente. Monsieur Besser, présent. Et absente Madame Bersmers-Kirch, a donné pouvoir à Monsieur Belserge, secrétaire ou secrétaire de séance. Monsieur Dominguez. Ok, Monsieur Dominguez. Par rapport au dernier compte rendu, les modifications, les adaptations, rien adopté. Bien, écoutez, on va tout de suite attaquer. ALSH, tarif de la pause méridienne, les modifications du règlement. Rapporteur, Madame Molinier, adjointe aux affaires scolaires. Oui, donc la collectivité souhaite mettre en place des activités encadrées sur les temps de la pause méridienne. Donc les enfants qui sont inscrits au restaurant scolaire pourront bénéficier d'activités variées qui seront encadrées par des animateurs embauchés en mutualisation avec la communauté de communes. On a voulu, pour leur faire plus de temps, en fait, on a voulu mutualiser les animateurs pour qu'ils n'aient pas que 2 heures par-ci par-là. On a pour qu'ils aient un temps relativement correct et un revenu correct. Donc la mise en place de ces activités est éligible à des subventions de la CAF et n'engendre pas du tout de surcoût pour la collectivité. Afin de verser ces prestations, la CAF demande que les tarifs repas et les tarifs de la pause méridienne, non dissociés actuellement, le soient à l'avenir. Donc la tarification de la pause méridienne se compose de 2 éléments, le repas et les activités. Et ces deux éléments sont dissociables l'un de l'autre. Si l'enfant ne participe pas aux activités, participe ou non aux activités, le coût sera toujours le même. Il pourra aller payer qu'une partie, ce sera toujours un tarif global. Donc actuellement, le coût du repas est de 4,37 € et le coût de la LSH est de 1,49 €. Il est donc proposé de scinder le coût du repas en 2 prestations. Donc vous aurez le repas à 3,62 € et la pause méridienne à 0,75 €. Les 0,75 € correspondent à la moitié d'une séance d'ALSH actuelle, donc c'est 1 heure le matin et 2 heures le soir. Et l'activité de la pause méridienne dure environ 45 minutes à 1 heure. Donc vous avez vu en pièce jointe le règlement des services périscolaires avec la modification. Et donc en raison du scindement de ces tarifs, il va être modifié en conséquence. Voilà. Rien de bien extraordinaire, simplement que la CAF s'adapte à cette nouvelle configuration, puisqu'on est passé à 4 jours au lieu de 4 jours et demi, c'est ça. Et donc la CAF adapte ses tarifs et on voyait bien que par le passé, c'était dans le cadre des étapes. Il fallait retrouver une finalité un petit peu sur l'aménagement du temps de l'enfant. Donc la CAF n'a plus que souscrire à ces demandes. Alors moi, ils disent subvention, moi j'aurais tendance à dire normal que l'aide participe, que l'État participe à cette aide-là, puisqu'ils nous en mettent de plus en plus, et il est normal aujourd'hui qu'ils participent un petit peu. Mais il est très difficile, pour l'avoir vécu à la communauté de communes, il s'agit de se faire, disons, régler les indemnités que l'on verse par rapport à toutes ces attractivités vis-à-vis ou de l'adolescence ou de la petite enfance est difficile parce que la CAF n'est pas très lourde payée. Mais bon, on arrive toujours à se faire payer avec des délais de retard. Voilà ce que moi je peux rajouter. Ça veut dire que je comprenne, ça veut dire que la CAF va intervenir sur les 0,75. Les 0,75, oui. Et avant, elle n'intervenait pas. Ben, on n'avait pas cette partie-là, on n'avait que le repas. On n'avait pas du tout d'activité. En fait, là, on propose des activités et en échange, la CAF nous verse une indemnité, enfin
Et on va l'assurance, ce que tu disais. Et oui, non, mais c'est moi qui le dis, c'est moi qui j'aime pas le mot Ils subvention. nous versent, oui, l'argent. Mais avant, la CAF participait dans le cas des ASH, au point de vue, ils ont TAP et tous les restants. Voilà. Autre question? Non? Je soumets au vote tout de suite. Donc, il vous est proposé d'approuver le tarif de prestation pause méridienne et repas, d'approuver la modification du règlement intérieur en conséquence. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des contre? Adopté. Tarif de location salle 2019, Madame Pfeffer, adjointe à la vie associative. Voilà, donc l'actualisation des tarifs de location des salles communales et du matériel donc, a été étudiée par la commission associative qui s'est réunie le 20 novembre en fonction des indices d'actualisation qui nous sont fournis par l'INSEE. Donc je vous rappelle que les associations de la commune sont exonérées des frais de location de salles et des frais de fonctionnement, sauf quand il y a une manifestation payante, alors c'est souvent des locaux, des repas, des spectacles, pour lesquels il y a des frais de fonctionnement basés à un tarif forfaitaire qui est appliqué. Elles sont également exonérées des tarifs de location de salles, mais par contre on leur demande toujours un chèque de caution en cas de détérioration. Concernant les manifestations caritatives, donc les associations bénéficient d'une exonération totale, c'est-à-dire au niveau de la location, du fonctionnement et des frais de nettoyage, ce dans la limite d'une manifestation caritative par an et par association. Donc je vais reprendre le tableau qui vous a été joint pour qu'on voit ensemble les différences que ça apporte au niveau des tarifs. Donc au niveau de la halle des sports, la location passerait de 216 € à 220 €, les frais de fonctionnement de 61 € à 62 € avec une caution toujours de 500 €. Il faut savoir que la halle des sports est, à ma connaissance, très peu louée à des manifestations autres que l'utilisation incomplet par les associations. Les salles du chai, de Soulas et la justice de paix. Donc la location passerait de 45 € à 46 €, les frais de fonctionnement de 22 à 23 € et il y a une caution de 305 € qui est demandée. La salle des tilleuls, la location passerait de 72 € à 74 €. Les frais de fonctionnement, donc pour la période du 15 mai au 14 octobre, passerait de 18 à 19 €. Et pour la période du 15 octobre au 14 mai, de 64 € à 66 €. Et au niveau du nettoyage, donc ça ce sont les tarifs qui ont été transmis par le CAT. Là c'est la totalité généralement pour ces salles-là. Ça passerait de 50,40 € à 51,20 € et toujours un chèque de caution de 500 € qui est demandé. Donc ensuite, la salle Harmonia, donc l'association, on l'a vu, normalement, c'est une mise à disposition gratuite pour les particuliers de la commune. Alors, quand ils louent la totalité de la salle, sans la cuisine, ça passerait de 141 € à 144 €. Et s'ils prennent la cuisine, ça passerait de 210 € à 214 €. S'ils ne prennent que la partie haute carrelée, sans la cuisine, ça passerait de 71 € à 73 €, et avec la cuisine, de 141 € à 144 €. La partie basse, pareil, à ma connaissance, ça existe très rarement au repas, mais bon, c'est prévu, et ça passerait de 71 € à 73 €. Pour les associations extérieures à la commune, donc totalité de la salle, sans cuisine, ça passerait de 281 € à 287 et avec la cuisine de 368 à 375. La partie haute carrelée sans cuisine, elle passerait de 141 € à 144 et avec cuisine de 227 € à 232 €. La partie basse, partie 7, donc de 141 € à 144 €. Les frais de fonctionnement du 15 mai au 14 10 de 18 € à 19 € et du 15 10 au 14 mai, donc de 64 € à 66 €. C'est un tarif forfaitaire, les frais de fonctionnement. Le nettoyage, pour la totalité de la salle, si sans cuisine, passerait de 157,50 € à 159,90 €.
avec cuisine de 181,10 € à 183,85 €. La partie haut carrelée sans cuisine de 82,60 € ça passerait à 83,80 € et avec cuisine de 106,20 € ça passerait à 107,75 €. La partie basse donc, passerait de 82,60 € à 83,80 €. Bon, la caution, il y a un petit bug, là ça serait toujours 500 €. Voilà. Pour le matériel, donc le matériel de sonorisation passerait de 34 € à 35 €, le vidéoprojecteur de 34 € à 35 € et quand il y a les deux sonos plus vidéoprojecteur de 55 € à 56 €. Voilà. Bien, est-ce que ça appelle des questions? C'est simplement une évaluation, une évolution, voilà. Chaque année, on se remet un peu au bout du jour. S'il n'y a pas de questions, je me soumets au vote. Donc c'est dans un premier temps d'approuver les tarifs de location de la salle pour les salles pour l'année 2019 et d'autoriser le maire à signer tout document permettant de mettre en œuvre cette décision. Abstention? Contre? Adopté. Décision modificative numéro 1, rapporteur M. Corr, adjoint aux finances. Décision modificative numéro 1, c'est une opération d'ordre. Lors de la préparation du budget 2018, la reprise du tracteur Izuki concomitant à l'achat d'un nouveau véhicule n'a pas été prévue. Elle engendre des écritures d'ordre sur le chapitre 042 pour sortir ce bien de l'actif de la commune. Les crédits votés pour les dotations d'amortissement ne sont pas suffisants. L'ADN est équilibré grâce à des dépenses prévues et non réalisées en fonctionnement sur le compte 6168, haute prime d'assurance, régularisation par rapport à des conversés de l'année précédente. Donc, crédit à ouvrir en fonctionnement au 042 675 en immobilisation 8150 et au 042 6811 dotation aux amortissements 350 €, donc 8500. Les crédits à réduire au chapitre 011 6168, haute prime d'assurance, moins 8500 €. Donc l'ADM est équilibré. Voilà, donc jeu d'écriture, plus de précision, pas plus de précision, c'est bien l'équilibre de part et d'autre, on fait ouvrir, réduire à réduire. Donc d'approuver la décision modificative numéro 1 qui a été présentée ci-dessus, d'autoriser le maire à signer le document permettant de mettre en œuvre cette décision. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des contre? Adopté. Indemnité du receveur municipal, rapporteur M. Coin, adjoint aux finances, discussion chaque année, je vous en prie, messieurs, dames. Oui, bon, monsieur le percepteur participe à la préparation des documents budgétaires et des divers conseils de gestion communale. Monsieur le maire propose d'attribuer à M. Pétigny l'indemnité de conseil de participation au titre de l'exercice 2018 d'un montant de 634,25 €. Il avait été versé 647,36 € en 2017. Cette indemnité est calculée suivant l'arrêté municipal du 28 novembre 2014. Les cotisations CSG, RDS et un pourcent solidarité réduit du montant de l'indemnité s'ajouteront au versement versable du personnel communal. Bien, ben, je crois que là, le débat est à vous. Ouais. Chaque fois, cette question fait débat. J'attire votre attention, d'ici quelques temps, on risque peut-être de arrêter nos percepteurs, mais surtout notre receveur municipal au niveau de la trésorerie pour les conseils et la proximité, sachant que les collectivités, bientôt, vont ne plus peut-être avoir cette proximité. Voilà, mais ça, c'est le futur. On verra par la suite. Donc, oui, intervention. Oui, je voudrais simplement savoir, ceux qui ont travaillé avec M. Pétigny ont un avis à donner, parce que est-ce qu'il a fait juste le boulot pour lequel il est déjà payé, ou bien est-ce qu'il a véritablement une activité de conseil, comme lorsqu'on est dans une entreprise privée, un expert comptable peut venir, et là il est payé pour ça, pour donner des conseils tout à fait judicieux. Donc, moi je ne suis pas capable de dire il mérite ou pas cette indemnité supplémentaire. Donc Yves, si tu peux développer un peu sur... Sur le percepteur, intervient bien sûr sur des documents budgétaires où on va lui poser des questions
si effectivement on est dans le droit chemin ou pas. On va aussi, lui, de son côté, va intervenir. Non, pardon, excuse-moi de t'interrompre, mais est-ce qu'il a fait ça? Ah oui, bien sûr. Oui, voilà. Oui, C'est pas il va, c'est il a fait. Oui, ça il le fait. Je ne veux pas dire. Je ne sais pas Systématiquement. Systématiquement, On mais fait sur demande. c'est sur demande, et puis aussi sur. Quand nous, au niveau de nos écritures, elles sont mal imputées ou des choses comme ça. Il nous fait remonter, il nous dit voilà, là, au niveau du plan comptable, vous devez passer cette écriture sur cette ligne-là. Après, il est là pour. Il est le trésorier du conseil municipal. C'est lui qui est. Oui, c'est sa fonction. Il est déjà payé pour. C'est sa fonction. La question ne portait pas là-dessus. Mais heureusement, il le fait bien. Donc, pour ma part, je pense, le DGS, je pense qu'il fait très bien son travail. Parce que chaque fois qu'on lui demande un conseil, et chaque fois que l'on a fait peut-être une chose qui ne va pas, il bien il nous fait remonter. Donc, ouais, alors, moi, je l'appelle assez souvent le percepteur pour, disons, poursuivre certaines lignes budgétaires, mais ça fait partie effectivement de son travail. Mais je l'appelle aussi pour des actualisations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État prend des dispositions et lui seul peut analyser les documents que l'État nous envoie. Et c'est surtout là-dessus qu'il travaille. Ensuite, par exemple, dans le cadre des indemnités à la source, tout élu pouvait l'appeler. Bon, moi je l'ai appelé, d'autres l'ont appelé pour savoir exactement comment ça allait se passer. Donc là aussi, c'est une demande récurrente. Ensuite, cette indemnité qu'il perçoit, connaissant M. Pettini, il la partage avec son personnel. Rassurez-vous, il ne garde pas pour lui. Voilà. Oui, j'ai pris attache auprès de certaines personnes qui travaillent avec lui. Alors, bien sûr, c'est délicat de lui poser la question, mais il est avec son personnel. Ensuite, voilà, donc maintenant il a deux trésoreries, il va en avoir 3 bientôt. Est-ce que nous, on va toujours conserver ces trésoreries sur le plan local? Je pense que cette démarche va rester puisqu'elle est dans le périmètre de la communauté de communes. Celle de Talente va disparaître ou rester à cause des régies qui sont sur EDA, et vite le compte risque de disparaître. Voilà. Après, chacun a son âme et conscience votera, rassurez-vous, chacun a une opinion sur le sujet. Pour ma part, j'ai toujours une très bonne opinion de nos percepteurs, de nos différents percepteurs, et ça s'est toujours bien passé. Et pour ma part, je lui pose pas mal de questions, donc je peux dire qu'il répond à mes demandes. Voilà, c'est ce que je peux dire. Oui. Monsieur Père, ce que je voulais vous demander, est-ce que cette attribution est faite nominativement à M. Pettini, dans l'hypothèse où il viendrait à être muté, qu'il irait ailleurs? Il convient que cette indemnité-là, cette loi, soit toujours versée au percepteur, quel qu'il soit. Le percepteur, bon, là, c'est nominatif à M. Pettini. Puisque c'est le comptable. Oui, mais la question, est-ce qu'elle est... C'est pas... Oui, non, mais j'essaie de monter en cours, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que c'est nominatif à M. Pettini ou à M. le receveur? Moi, c'est M. Pettini. M. Pettini. C'est sur l'exercice. C'est sur l'exercice. C'est précédent où il a fait le. Non, mais c'est intelligent. La deuxième question, je pense que pour 634,25 €, il ne faut pas se priver de ses services, parce que si on prenait un cabinet comptable extérieur, ça paierait à peine le timbre. Oui, c'est juste. Donc je crois que... Mais c'est vrai, il est vrai, Josiane. Non, parce que la question était bien. Non, moi je trouve, visiblement il rend service à la commune et on répond aux demandes. Ce que je trouve regrettable, c'est que l'État, en fait, profite des collectivités pour assurer un salaire décent à son personnel, parce que je pense que l'assistance du receveur aux collectivités, ça fait quand même partie du rôle de l'État, et ça peut être quelque chose qui plus dans sa mission. Maintenant, effectivement, ça fait partie de sa rémunération, et je voilà, on le supprimerait si on est content de lui. Mais c'est vrai que je trouve que ce n'est pas le rôle de la collectivité territoriale de financer un fonctionnaire. Oui,
Moi, je peux rajouter quelque chose. Oui. En fait, il a un salaire plus que décent. C'est un des gros salaires. Je pense que c'est pas. Enfin, moi, ça me gêne quelque part, je l'ai déjà dit. Alors que le percepteur a un salaire plus que convenable. Enfin, il a un sacré poste à responsabilité. Oui, bien sûr. Oui. Il était expert comptable dans le privé. Il est responsable au même Il était titre que la commissaire aux comptes dans le collectivité privé. territoriale. C'est un commissaire aux comptes. Qui apporte un conseil aux collectivités et aux particuliers. Et s'il le rebondit sur ses adjoints, Oui, comment Monsieur Leclerc, s'il vous plaît. Est-ce que toutes les communes participent à ça? Alors, les communes ne votent pas l'indemnité au percepteur, d'autres communes votent. Dans l'ensemble, disons, moi je vois au niveau de la communauté de communes, quand c'était l'indemnité, parce qu'il y a une indemnité communautaire aussi qui arrive dans les services, chaque maire se positionnait et effectivement, j'ai pas souvenir. Je n'ai pas souvenir, si peut-être, si, il y en a, je ne citerai pas, qui votaient contre, mais sinon, dans l'ensemble... Oui, et puis on n'est pas obligé de voter, si on n'est pas satisfait, on n'est pas obligé de Absolument. voter 100% de la Nous, indemnité. nous est arrivé une année de voter 50% de l'indemnité, parce qu'on avait, ça fait 2 ans que je demandais une analyse financière, et bon, on ne l'avait pas, ça tardait à venir, bon, on a fait que 50%. Et après, on a eu l'analyse. Moi, je me rappelle d'une époque lointaine où nous avions, le conseil précédent, refusé, pour une raison simple, c'est qu'il y avait 2 adjoints qui, certes, aimaient beaucoup éplucher le circuit près, mais c'était leur boulot, et qu'ils avaient demandé à plusieurs reprises des justificatifs parce que le percepteur avait retourné pour vraiment epsilon. Hein. Bon, et en conséquence, on a dit, bon, ben, s'il veut jouer au plus malin, ben, tant pis, on ne le votera pas. Comme par hasard, l'année suivante, il n'y a pas eu de problème avec les centimes. Mais c'est ce que dit M. Cour, hein, il y a une année où on n'a pas eu notre... Parce Voilà. que l'analyse financière de la commune, c'est pas une obligation, hein, ça c'est la commune qui le souhaite. Donc voilà, donc on n'avait pas eu satisfaction et on a noté que la moitié de l'indemnité, parce qu'on sait aussi que le personnel, c'est un apport pour le personnel. Voilà, mais après, voilà. Autre intervention, oui. Elle est calculée en fonction du nombre d'habitants de la commune? Non, C'est le montant financier des 3 dernières années. Un pourcentage. C'est un pourcentage, mais c'est très ventilé. Alors pour rebondir là-dessus, et le gros timbre de la Chabria, il faut s'imaginer que, par exemple, sur le budget d'un conseil départemental, c'est de l'ordre de 150 000 à 200 000 euros d'indemnité pour le... Pour le trésorier payeur général. Moi, ce que je trouve un peu... alors, j'en avais pas pris conscience avant, par naïveté probablement, mais je trouve que cette manière de rémunérer au pourcentage du chiffre d'affaires, en quelque sorte, du budget, est un peu... parce que déjà, ça fait une très grosse différence entre les différentes trésoreries. Alors certes, ils n'ont pas forcément le même nombre de personnel, leur distribution n'est pas forcément la même, ça fait quand même une dichotomie assez forte entre trésorerie. Et puis bon, pour rebondir un peu sur ce que disait Bernadette tout à l'heure, oui, c'est quand même un fonctionnaire d'État qui est payé par l'État, et il n'y a pas de raison que ce soit les collectivités qui... Bon, ceci dit, je ne vais pas aller contre, hein, c'est pas le propos. Enfin, je trouve que le système est un peu vicié. Donc, pour continuer ce que tu dis, il faut savoir que le TPG, le trésorier payeur général, est le fonctionnaire le mieux payé du département. Plus que le préfet, plus que le procureur de la République, c'est le fonctionnaire le mieux payé. Il faut aussi savoir qu'il est redevable sur ses propres deniers. Oui, tout à fait. Alors je ne sais pas si ça arrive souvent. Il y a eu l'affaire, rappelez-vous, dans la presse, il y a quelques années, il y a eu une affaire comme ça. Mais ça arrive très peu souvent. Oui, Ils sont Ils sont assurés pour. Oui, Comme tous les agents comptables, les assistants. Alors c'est vrai que leur prime d'assurance est proportionnelle au chiffre d'affaires qu'ils brassent. Ça, on est d'accord. On est d'accord. Je vous avais dit que ça ferait débat. Non, on discute. C'est le débat, à discuter, c'est le débat. Voilà. Votre intervention? Bien, bah, écoutez, je soumets au vote. Y a-t-il des abstentions?
1, 2, 3, 4, 3 abstentions. Y a-t-il des contre? 1, 2 contre. Adopté. 2 contre, madame. 3 abstentions. 3 abstentions, 2 contre. Plus les collectivités seront en difficulté, plus les abstentions. Ah oui, c'est sûr. Et c'est énorme. Bah, ça paraît logique. C'est logique. Pour 634 euros. Prise en charge d'un sinistre. Alors, exceptionnellement, on va prendre, je vous demande de prendre en charge un sinistre, monsieur Faure. Oui, un administré a éclaté son pneu de voiture sur un tampon d'eau pluviale situé avenue du Dr Prel. Non, c'est pas la c'est Dr. Prel. C'est Dr Prel. On va vous la situer, s'il vous plaît. La commune a réalisé une déclaration à son assurance, mais il s'avère que la franchise est supérieure aux travaux de remplacement du pneu. La commune peut donc prendre en charge directement les travaux qui s'élèvent à 193 €. Alors, il faut savoir que la personne a changé ses 2 pneus, mais nous, on n'en changerait qu'un. Alors, effectivement, le Dr Prel, ce sont ces bouches qui sont sur la partie centrale, et où aujourd'hui, qui est en train de se dégrader fortement. Et où, à l'époque, quand on a fait cette partie centrale, pour ceux qui étaient avec moi, s'en rappellent, c'est la DDT qui nous l'avait imposé de mettre les bouches au milieu de la chaussée. Et il s'avère que les bouches étant au milieu de la chaussée étant rétrécies pour une raison de vitesse, la plupart des camions passent leur roue dessus. Donc aujourd'hui, elles sont en train de se désolidariser. Je suis en train de travailler avec Gérard Hiller et M. Tixier pour qu'ils nous accompagnent dans ce qu'il faut faire, parce que là, aujourd'hui, on est vraiment incompétent en la matière. J'ai fait venir diverses entreprises qui, sur les lieux, de manière à nous demander si eux, ils avaient des solutions. Et tous, la solution, c'est de remettre les bouches de collecte d'eau pluviale sur les côtés. Donc, moi, je pars du principe que nous avons fait des efforts à écouter à l'époque les services de l'État qui étaient en charge du dossier. Et j'estime qu'aujourd'hui, il me semble de bon ton qu'ils nous accompagnent. Donc, on fait le forcing là-dessus. Voilà. Donc, il y avait une plaque en fonte qui était légèrement relevée, donc ça a destroyé le pneu. Là, je crois qu'on ne peut pas faire autrement que le rembourser sur ce pneu-là. Voilà, c'est pour ça qu'on demande une prise en charge d'un sinistre. C'est un moindre mal. C'est un moindre mal, parce que si on pousse le raisonnement à l'extrême, on pourrait attaquer la DDT pour un conseil, enfin bon, attendez, moi, dans un autre domaine, je sais que j'ai une assurance en responsabilité civile. Quand je fais un dossier, si je me suis planté, si j'ai fait une erreur, c'est à moi de payer ou à mon assurance. Mais là, c'est la même chose. On pose la question, alors peut-être pas aussi franchement que vous venez de la formuler, mais on pose la question aux intéressés qui sont en charge. Mais ne pas oublier qu'on est en agglomération. Oui, on est en interne agglomération, on n'est pas en externe. Et donc c'est tellement... Oh bah, il y a 20 ans. Eh bien, c'est en 96. 96. En plus que ça. Pas la première année. Oh non, la première année, on a d'abord fait. C'est la nous avant, non, c'était juste avant les élections. Juste avant les élections. Oui, il n'est pas 95. Eh ben non, c'est le deuxième mandat. Non, c'était au premier mandat. On a fait à cheval sur les élections. Mais 95, messieurs, je ne sais pas. 95, ne foutez pas tout sur les balles. Non, mais attendez, j'assume. Voilà, c'est 2000. Puisque 95, c'était devant chez le docteur Closon, qui était. Eh bien, 2000-2001, si c'est nous. Si, c'est nous. De toute façon, c'est un débat stérile, je ne l'accorde pas. Les garçons, allez, s'il vous plaît. J'assume pleinement ce chantier.
Voilà, donc il y a eu un sinistre, on a essayé de faire quelque chose, de faire réparer, sachant que le problème c'est que c'est un itinéraire de délestage et que maintenant, pendant les travaux de l'autoroute, on n'a pas fini de transpirer, on a pu le voir une fois la montée fermée, c'est pas simple. Donc voilà, on vous tiendra au courant de la démarche. Donc pour la prise en charge du sinistre, de rembourser les frais engagés par l'administration à hauteur de 193 € et sur présentation d'une facture acquittée. Donc j'ai la facture qui est ici et qui est acquittée. Donc y a-t-il des abstentions? Des contre? Adopté. Contrat de prestation et d'entretien des bouches incendie. Bon, ben là, je ne vais pas vous énumérer toutes les bouches qui ont été disons, entretenues. Il y a une convention qui existe, la prestation, la démarche, le devis et effectivement Suez qui nous explique en application des termes de contrat de prestation des services pour l'entretien des bouches et poteaux d'incendie actuellement en service sur votre commune. Nous avons l'honneur de vous remettre ce pli, le compte rendu de la visite des contrôles des appareils effectués en 2018, comprenant les pressions mesurées, les débits enregistrés, les observations sur leurs photos futures, sur leur fonctionnement et leur état, l'évaluation de la conformité aux normes en vigueur, un plan général de localisation des appareils, effectivement chaque année on a un plan qui est mis à jour, 24 appareils de votre collectivité ont été entretenus avec démontage et graissage de l'organe de manœuvre, un appareil qui est non conforme aux normes NF 600, 61, 21 et tout ce qui s'ensuit, tous les appareils répondent aux normes imposées par le règlement de la défense extérieure contre l'incendie et RRDE-SI en vigueur 28 d'hommes. Nous devons préciser que les poteaux d'eau potable sont conçus pour leur objet propre, l'alimentation d'eau potable, la lutte contre l'incendie, n'est qu'un objectif complémentaire qui ne doit pas nuire au fonctionnement du réseau. En cas d'insuffisance, il vous est possible de créer des réserves d'eau artificielle sur votre commune, mais d'autres points d'eau tels que le cours d'eau marquent ce qui a été fait dans le cadre de l'EHPAD. À noter que le SDIS souhaitait recevoir les résultats des mesures d'émission que nous faisons circuler au SDIS. Votre contrat actuel est arrivé à échéance afin de pérenniser cette prestation de service. Nous avons plaisir de vous remettre en 4 exemplaires du signé par nous sur la proposition de contrat pour l'entretien des bouches et poteaux d'incendie de la collectivité. Notre proposition reçoit votre agrément. Vous pourrez bien nous donner 2 exemplaires du contrat du signé par vos soins, approuvé en préfecture et accompagné d'un original de la délibération correspondante. Monsieur Tatata, directeur de l'agence. Voilà, donc le contrat aujourd'hui c'est pour une durée de 5 ans, coût par poteau et bouche d'incendie, 72,47 € hors taxe, coût de la prestation annuelle, un tiers des poteaux réalisés chaque année, 1787,59 € hors taxe. Donc il vous est demandé d'approuver le contrat d'entretien des bouches et poteaux d'incendie tel que présenté ci-dessus, d'autoriser le maire à signer la dite convention, ainsi que tout document permettant de mettre en œuvre cette décision. Pas plus tard que hier, c'est hier, oui hier, heureusement qu'il fonctionnait bien les poteaux parce qu'il y avait besoin de beaucoup d'eau. N'est-ce pas, M. Machelet, vous étiez dans le coin. Donc les 2 poteaux, un une Occitanie et un route de 512 qui ont été pris par les pompiers, gros incendie sur la commune, aux assurances Azur, tout le garage est absolument brûlé, tous les pneus étaient à l'intérieur. Et encore, les pompiers ont eu disons, pas de la chance, mais dans la citerne qui était à l'intérieur était métallique et pas plastique, donc ça ne s'est pas mis à chauffer et à se consumer par la suite. Voilà. Donc les pompiers ont fait leur travail. Il n'y a que des dégâts matériels, pas de dégâts. C'est pas un incendie criminel, puisque on va toujours par le conditionnel, ce n'est pas un incendie criminel. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens, quand ils sont partis, qui travaillaient juste à côté, mais pas sur l'immeuble où le feu s'est pris, bien à côté sur le toit. Ils n'ont vu personne, aucune voiture démarrée, aucune moto, aucune personne qui tourne autour. On pense que c'est un contacteur de porte électrique qui a fait un flash sur des fils. Voilà, donc pour information. Donc nos photos soient bien entretenus, c'est une bonne chose. Question, intervention? Je soumets à votre vote. Très bien. Donc d'approuver, je disais d'approuver d'approuver le contrat d'entretien des bouches. Je vous l'ai dit. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des contre? Adopté. Merci. Ensuite, donc on propose, je dis bien on propose, ça peut faire débat aussi bien sûr, que la commune soit solidaire avec les gens de l'Aude, les communes de l'Aude,
puisque les gens ils ont leur propre assurance, mais il y a des communes, des petites communes rurales dans l'autre qui sont quand même en difficulté. Donc ils ont créé un collectif sur ces graves inondations qui a fait 15 victimes, comme ça par les médias, et provoqué d'immenses dégâts matériels. Donc il a été créé une association, elle s'associe à l'association des maires de l'Aude au département, qui a lancé un appel national au don afin d'apporter un soutien financier indispensable aux maires sinistrés et aider la reconstruction des équipements publics. Donc nous, on voulait vous proposer 1 000 €. Si toutes les communes donnent 1 000 €, je pense que ça aidera pas mal ces collectivités territoriales. Voilà, c'est une proposition qu'on a vue avec M. Cour, qu'on vous fait. Et maintenant, si le débat, oui. Monsieur le maire, sur le principe, je suis d'accord. La seule chose, c'est dans la rédaction. Je ne suis pas d'accord pour apporter un soutien financier aux maires sinistrés. C'est aux communes sinistrées. Oui, aux communes. Parce que mon ami Didier Codorniou, qui a pris ça, il n'apprécierait pas. Qu'il soit sinistré. Il n'a pas été sinistré. Donc on modifiera aux communes sinistrées. Oui. Très bien. Non, mais, l'association des maires de l'Aude et des départements de cette Commune. Ah oui. Commune. Voilà, donc est-ce que ceci appelle d'autres remarques, d'autres constats? On vous propose cette aide, on prendra bien contact, attention, il n'est pas question de donner comme ça 1 000 €. Pas de remarques, donc d'approuver c'est la réalisation d'un don de 1 000 € pour les sinistrés des communes de l'Aude, je rajouterai. Voilà. Des communes de Pas l'Aude. pour les sinistrés, parce qu'ils sont assurés, comme vous l'avez dit, pour les communes. Parce qu'effectivement, il y a des dégâts qui ne seront jamais pris en charge. Pour les communes sinistrées. On peut mettre commune sinistre. Comme les communes sinistrées, voilà. Les communes sinistrées. Il y a des communes de l'Aude, Cuxac, d'Aude et autres, où les ponts vont carrément être embarqués. Avant de les refaire, il y en aura pour un nombre de monnaies. Abstention. Contre. Adopté. Alors, modification des effectifs dans le cadre de l'avance. J'ai oublié quelque chose. Bombardier communautaire. Excusez-moi. Modification des statuts, M. Pétel. S'il vous plaît. Il rigole. Voler la parole. Non, je ne veux pas. Je plaisante, bien entendu. Bon, un peu rapidement, donc, comme nous sommes membres de Mont-d'Arléans Communauté, nous devons approuver, ou pas, la modification des statuts de Mont-d'Arléans Communauté, qui propose donc une nouvelle prise de compétences sur 3 items, l'enseignement musical, la lecture publique et l'animation culturelle. L'enseignement musical était une compétence communautaire pour GBAC, Jardin de la Communauté, mais devait l'être aussi pour la Communauté, je crois, mais ne l'était pas pour les chers, et donc pour étendre la compétence à l'ensemble, il fallait changer les statuts et prendre cette compétence. La lecture publique, c'est une mutualisation. Je ne sais pas s'il était communautaire. Il ne me semble pas. Hein, c'est un désir. C'était pas communautaire. Non. Et c'est donc un désir de mutualisation de la lecture publique et l'animation culturelle. Bon, ce qui peut se comprendre puisqu'il y a un certain nombre d'activités touristiques et culturelles qui sont gérées, qui sont au fait de la communauté de communes. Alors, une saison culturelle qui est du fait de la communauté de communes. Le point important, enfin, qui me semble important de souligner, c'est que pour ce qui concerne la commune de Vernon, ces prises de compétences n'impliquent pas au moins dans l'immédiat de transfert de charge. Tout à fait. Ce qui veut dire que le budget de la commune ne sera pas élevé par ce transfert. La dotation ne sera pas imputée d'une partie de la dotation supplémentaire. Et les 2 autres petites choses que je voulais dire, c'est qu'au cours du débat qu'on a eu à la communauté de communes, les élus de Vermonton se sont inquiétés de l'harmonisation et de l'adéquation qu'il pouvait y avoir, notamment sur l'animation culturelle et les saisons et les animations culturelles des communes, d'une part, et d'autre part,
sur la lecture publique et les activités associatives qui sont impliquées dans la lecture publique dans les différentes communes. Où on a insisté sur le fait que, en particulier pour l'animation culturelle, il ne s'agissait pas de tout prendre en charge et de ne rien laisser aux communes comme latitude et comme possibilité d'animation culturelle au sein des communes. Et il a bien été explicité que cela se ferait en concertation avec les communes et que la vie culturelle des communes restait du domaine de la commune. Et pour ce qui était de la lecture publique, puisqu'il y a un certain nombre de lectures publiques qui sont animées par des associations, alors c'est le cas de Vermonton, mais c'est aussi le cas d'autres communes, on a bien insisté sur le fait que l'implication des associations dans cette lecture publique ne pouvait pas cesser, et il n'a pas été question de faire cesser l'activité de ces associations, mais bien de mutualiser un certain nombre d'outils pour la lecture publique, et en particulier la mise à disposition des fonds et l'interrogation par outils informatiques de ces fonds et de leur disponibilité. Donc on a pris quand même on a pris quand même un certain nombre de précautions vis-à-vis, enfin moi ce qui me semblait important, je parle pour moi, après les autres conseillers communautaires qui étaient présents pourront bien évidemment compléter. Moi ce qui me semblait important, c'était aussi d'avoir une vie à l'intérieur de la commune et maintenir notamment une activité de vie associative qui est très importante pour le dynamisme des communes, et on avait donc pris ces précautions-là. Ces précautions-là, ayant obtenu des garanties que ça ne chamboulerait pas le déroulement habituel de ces activités au niveau communal, on avait émis un avis favorable à ce changement de statut. Voilà ce que je voulais dire. Et ne perturbant pas surtout notre transfert de charge. Et n'imputant pas notre charge. C'est ce que je voulais savoir. Oui, ça n'impute pas notre. Et c'est bien, ça sera bien spécifié, disons, dans le contrat, là, que Vermonton reste, disons, avec les bénévoles pour la lecture publique. Tout à fait. Mais c'est une. Alors, pour avoir insisté, donc on se partage un peu les charges. Pourquoi j'ai demandé à M. Pétel de prendre la parole par rapport à ça? Parce que moi, en allant prochainement, c'est M. Pétel qui va me représenter dans le cadre de la CLED. La CLED, c'est elle qui va évaluer les transferts de charges. Donc, je préférais qu'il présente ce dossier, puisqu'il va être question des transferts de charges. Il a très bien expliqué qu'on n'était pas dans cette démarche-là. Ensuite, dans le cadre de la lecture publique, il y a au total, je ne me rappelle plus le chiffre, c'est 11 communes qui sont dans le même cas que Vermonton en association. Alors, une explication courte, mais on peut voir que dans le cadre de la lecture publique, il sera pris des décisions complémentaires par rapport aux communes qui seraient susceptibles de vouloir aller plus loin dans l'accompagnement de la lecture publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va y avoir des transferts de charges pour les communes qui ont déjà du personnel communal qui est dans les bibliothèques communales. Donc effectivement, ça passe à la communauté de communes, donc d'où transfert de charges. Ça, c'est logique. Mais après, s'il y a des transferts de charges alors qu'on n'a pas imputé et qu'on a des personnes qui sont volontaires, ça aurait été regrettable. Mais bon, on y est très attentifs les uns et les autres. Comme le disait M. Pétel, on y regarde à deux fois quand on entend le transfert de charges. Et donc, par la suite... On est un peu tatillon. Par la suite, on a été tatillon avec moi, c'est normal que je sois avec les par la suite, après je vous dis, les associations qui sont en lecture publique pourront, si elles le veulent, adhérer à un équipement qui leur permettra d'être en relation permanente. Mais ça voudra dire que ces personnes qui sont volontaires aujourd'hui auront l'obligation de se former. Alors après, les volontaires, vous n'êtes pas... Ce n'est pas des volontaires pompiers qu'on oblige de former, elles en prendront la décision. Mais si elles se forment, elles pourront avoir un outil informatique qui leur permettra d'aller plus loin. Mais après, c'est toute une discussion sur la bibliothèque, le contenu de la bibliothèque. Quant à l'école de musique, on en parlait, l'école de musique, nous, ça pas l'école de musique, l'enseignement musical. Oui, l'enseignement musical, ça ne change rien puisque cette compétence existait déjà au sein de la communauté de communes. Donc c'est simplement
une prise globale, puisque sur, sur les chaires, il n'y avait pas d'enseignement musical. Donc quand on veut le prendre, on est obligé de le prendre les trois anciennes communautés de communes. Cet enseignement musical est obligé d'être libéré dans toutes les communes. Et puis quant au reste, ça va suivre son cours, pas de plus. Voilà. Est-ce que ceci appelle des questions précises? Peut-être une petite remarque. Ce mode de fonctionnement me va très bien, il est entre nous. J'avais compris sur ma tort que quand la communauté de communes prenait une compétence, les communes, de facto, ne pouvaient pas exercer la même compétence. Oui. Donc là, c'est un mode un peu dérogatoire, quelque part, par rapport à ce principe général. Non, parce qu'on n'a pas de... C'est une association. On aurait une bibliothèque municipale, oui. Non, sur la lecture publique, ok, mais sur la vie culturelle, par exemple. Donc il y a de la vie culturelle qui est proposée, moi ça va très bien, il n'y a pas de problème, par les communes, mais également par la... Alors je vais te répondre. Dans les statuts qui sont votés, c'est l'animation culturelle. Ah, d'accord. C'est-à-dire c'est pas l'ensemble des saisons artistiques, c'est l'animation culturelle de Mont-d'Arverne. D'accord. Ouais. Ça veut dire qu'ils prennent la compétence pour, par exemple, si je peux me permettre de prendre un exemple pour illustrer mon propos. Prends la piscine, c'est plus simple. Hein? Prends la piscine, c'est plus simple. C'est pas ce que tu veux dire. Ah bon, mais c'est un exemple. Non, parce que celui de la piscine, je vais le planter. Alors. Non, mais moi, c'était pour expliquer que, effectivement, quelque chose qui est gros comme la piscine, quand on a identifié le sport, on a identifié un sport. De façon précise. Voilà. Donc, le culture, c'est exactement pareil. Ouais, c'est précis. Ils s'identifient. Voilà. Donc, on ne touche pas notre culturel, mais par contre, les événements qui sont faits. Et quand il y avait un plateau, l'humour sur un plateau, ou festival, voilà, c'était bien la communauté de communes qui avait mis ça en place. C'était, voilà. C'était Comme pas. scène d'humilité. Comme voilà, très bien. Et c'est bien détaillé là dans Oui, et c'est. aussi dans les termes qu'on nous a donnés, c'est bien précisé. La prise de compétence. L'organisation de résidence. Et même chose comme les bibliothèques, les communes, les points de lecture qui sont concernés et les communes sont listées. Ouais, c'est ça, c'est précisé. Voilà, c'est bien C'est précisé. précisé. D'accord. Voilà. Excuse-moi. Non, je t'en prie. Votre intervention? Donc, pour la modification de ces statuts, y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des contre? Adopté. Modification des tableaux des effectifs, donc dans le cadre de l'avancement des carrières, un agent actuellement adjoint technique principal, deuxième classe, remplit les critères d'ancienneté qui lui permet d'être promu en 2019 via la promotion interne au grade d'agent de maîtrise. Ça, c'est la continuité de la carrière d'un agent. De plus, afin de régulariser une situation et suite au départ prévu au 1er janvier prochain d'un agent qu'on veut supprimer un poste d'adjoint technique et de créer un poste d'ATSEM. C'est-à-dire que cette personne-là occupait un poste dit d'ATSEM, mais on va recruter un ATSEM, puisqu'aujourd'hui le centre de gestion met bien le doigt dans la petite enfance d'avoir des ATSEM, disons, dans le cadre de la fonction et du grade. Donc, il nous faut modifier les tableaux des effectifs dans un premier temps. La filière technique crée un poste de catégorie d'agent de maîtrise et dans la filière sanitaire et sociale un poste d'ATSEM, agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Il est précisé que le poste laissé vacant suite à l'avancement du grade précisé soit supprimé du tableau des effectifs et la nomination de l'agent au grade d'agent de maîtrise interviendra le mois suivant l'avis de la CAP, puisqu'il va d'abord passer par la CAP. Voilà, donc de me prononcer sur cette modification. C'est-à-dire un agent qui est promu dans sa carrière et puis un agent qui s'en va, qui est remplacé par un autre agent qui n'a pas la même appellation, si on vous laisse, ce sera plus simple, et on va recruter un ATSEM. Est-ce que ceci appelle des questions? Donc il est proposé de se prononcer sur la modification du tableau. Y a-t-il des interventions? Pardon. Oui. Excuse-moi. La suppression de poste. Oui. N'intervient que 12 mois après. Ah. Parce que. Non, 12 mois après. Parce qu'il n'y a pas une histoire de titularisation ou.
Non. Non. En fait, au moment où on va avoir un ATSEM stagiairisé, le poste précédent d'adjoint technique sera supprimé d'office. Même si, effectivement, il y a la possibilité que l'ATSEM ne soit pas titularisé dans un an, le poste d'adjoint technique, lui, aura été supprimé. Ok, d'accord. Donc je disais abstention, contre, adopté. Donc là, ça devient un petit peu plus compliqué. Mais c'est simplement une modification. Le régime indemnitaire qui tient compte des fonctions, des suggestions et de l'expertise et de l'engagement professionnel doit être mis à plat dans l'ensemble des collectivités territoriales. Je dis bien dans l'ensemble des collectivités territoriales. Il a vocation à remplacer les régimes des primes actuelles. Le projet étudié par la Commission des ressources humaines a été présenté au comité technique du centre de gestion le 27 février dernier, recueillant l'avis favorable à l'unanimité des représentants des collectivités et l'avis défavorable à la majorité des suffrages exprimés des représentants du personnel, si c'était bien sûr le cas. Donc la délibération du Conseil est la suivante, code des collectivités, décret, tout ce qui s'ensuit. Les bénéficiaires sont le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel. Aux agents contractuels à temps complet, à temps non complet et à temps partiel. Le RIF7, c'est de ça que l'on va discuter. Et bien sûr, je demanderai à Mme Massieri de prendre la parole sur ce sujet-là, puisqu'elle a travaillé avec le centre de gestion pour les détails. Nous, notre détail, ça a été de voir quelles étaient les capacités de la collectivité à pouvoir modifier ce régime tout en modifiant, disons, puisque nous sommes depuis plusieurs années, nous sommes sur des critères qui ont évolué en fonction des agents. Simplement qu'on sait très bien, on voit aujourd'hui, bon an mal an de ce qui se passe, il y a quand même dans nos collectivités des agents qui ont besoin que l'on revalorise certaines, certaines indemnités. Mais ces indemnités, aujourd'hui, les critères que l'on avait ne sont plus recevables et il faut s'adapter. Pour s'adapter, c'est le RIF7. Alors, le RIF7 est applicable au cadre d'emploi suivant: attachés territoriaux, secrétaires de mairie, animateurs territoriaux, rédacteurs territoriaux, techniciens territoriaux, agents de maîtrise, agents administratifs, adjoints techniques territoriaux et agents territoriaux spécialisés des écoles et des maternelles. Le modalité de versement, les montants individuels pourront être modulés par arrêté de l'autorité territoriale dans les limites et conditions fixées par les textes applicables à la fonction publique d'État ou selon les critères fixés pour chaque prime pour l'Assemblée délibérante. Les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, les agents occupant un emploi à temps non complet, ainsi que les agents étant recrutés dans la structure publique territoriale en cours d'année, sont admis au bénéfice des primes et indemnités instituées au prorata de leur temps de service. Concernant les indisponibilités physiques et conformément au décret le RIF7 sera maintenu dans les mêmes conditions que le traitement durant les congés suivants. Congé de maladie ordinaire, traitement maintenu pendant les 3 premiers mois, et réduit de moitié pour les 9 mois suivants. Congé annuel, plein traitement. Congé pour accident de service ou maladie professionnelle, plein traitement. Congé de maternité, de paternité ou d'adoption, plein traitement. Il sera suspendu en cas de congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie. L'attribution individuelle sera décidée par l'autorité territoriale et fera l'objet d'un arrêté individuel. Article 3. Le maintien à titre individuel. Les organes délibérants des structures publiques territoriales peuvent décider de maintenir à titre individuel aux fonctionnaires concernés le contrat indemnitaire dont ils bénéficiaient en appliquant des dispositions réglementaires intérieures, lorsque ce montant se trouve diminué par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables au service de l'État selon la référence. Structure du RIF7 comprend 2 parts. Le RIF7 comprendra 2 parts. L'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise, IFSE, qui valorise la nature des fonctions des agents et de leur expérience, et le complément indemnitaire annuel, CIA, qui tient compte de l'engagement professionnel de manière à servir. Le CIA est facultatif. Article 5, les indemnités de fonction de suggestion et d'expertise, IFSE. Ce montant de l'IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps au statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes. Pour élaborer les groupes de fonctions au sein de la mairie,
de Vermonton, la méthode globale par comparaison a été retenue. Il s'agit d'évaluer les emplois des uns par rapport aux autres sur la base de l'organigramme et des collectivités. De la collectivité. Alors, l'IFSE est également modulé en fonction de l'expérience professionnelle qui peut être assimilée à la connaissance acquise par la pratique et repose sur la capacité à exploiter les acquis de l'expérience. Le montant de l'IFSE est réexaminé en cas de changement de fonction, tous les 4 ans en l'absence de changement de fonction au vu de l'expérience acquise par l'agent, en cas de changement de grade suite à une promotion. L'article 6, le complément indemnitaire annuel CIA. Le CIA est versé en fonction de l'agent professionnel et de manière de servir. Et il est mensuel. Oui. Est-ce que c'est oublié de... J'ai oublié de le dire. Pardon, excuse-moi. Donc, l'IFSE est mensuel. Ça, c'est très important, on expliquera après pourquoi. L'appréciation de la manière de servir se fonde sur l'entretien professionnel. Dès lors, il sera tenu compte de la réalisation d'objectifs quantitatifs et qualificatifs. Plus généralement, sont appréciés la valeur professionnelle de l'agent, son investissement personnel dans l'exercice de ses fonctions, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe. Donc, on a des critères d'évaluation dans le cadre des compétences techniques, qui avec une définition du critère. On a des compétences comportementales, selon bien sûr avec des critères et un critère d'évaluation, et des investissements de l'agence selon les critères d'évaluation du CIA, avec des définitions de critères. Le CIA est versé annuellement au mois de novembre. Article 7, la répartition par groupe des fonctions IFSE et CIA. Donc, il y a des groupes où les catégories ne sont pas concernées. Et il y a des catégories qui ont des responsabilités en fonction de plafond minimum. Alors rassurez-vous, les plafonds minimum, maximum, j'ai dit minimum, pardon, excusez-moi. Rassurez-vous, nous n'allons pas vous demander des plafonds maximum, mais une répartition égale. Ensuite, le cumul possible, le RIF7 est exclusif de toute autre prime, indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir. Il est donc cumulable par nature avec l'indemnité horaire pour travail normal de nuit, l'indemnité pour travail de nuit régulier, l'indemnité pour servir le jour férié, l'indemnité horaire pour travail du dimanche et jour férié, l'indemnité d'astreinte, l'indemnité de permanence et l'indemnité d'intervention, l'indemnité horaire pour travail supplémentaire, la prime d'intéressement à la performance collective des services, la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction, l'indemnité forfaitaire complémentaire pour l'élection. Voilà. Donc, nous devons, par obligation de la loi, passer à ce RIF7. Ça a posé quelques problèmes dans pas mal de collectivités, dans le sens où on se roulait, pour toutes les collectivités, je pense, ceux qui ont des syndicats aussi, donc ils ont regardé ça de peu près, la Comcom l'a fait aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit, on donnait une indemnité sur des critères qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. Mais par contre, si on en prenait le RIF7 à la base, on se retrouverait avec des disproportions trop importantes vis-à-vis des agents. Il y a des agents qui auraient très bien pu se retrouver avec des indemnités supplémentaires, je dis bien supplémentaires, de 900 €, et des agents qui allaient se retrouver avec une indemnité 0, voire moins négatif. Donc la collectivité a possibilité de s'adapter en fonction de tous ces critères-là. Donc ce que l'on a décidé avec M. Corr, c'est-à-dire de regarder une enveloppe financière qui pouvait répondre et essayer d'apporter aux agents une réponse. Depuis pas mal de temps, je suis sollicité par rapport aux indemnités, d'avoir une indemnité qui soit beaucoup plus, disons, en fin d'année, puisque effectivement, on en avait quelques-uns qui étaient aux bonnes gens, pas très bien lotis. Donc on a essayé de voir quelque chose qui pouvait répondre à tous les agents sans avoir de disparité, en étant égal vis-à-vis des uns et des autres qui le méritaient, tout en conservant un niveau, pour certains, qui ne soit pas égal systématiquement. Il y a toujours cet entretien qui fait que l'indemnité, elle peut avoir une différence entre agents dans le même service. Donc, on s'est dit, la majoration, comment on la pratique? Donc, on a trouvé une majoration aujourd'hui qui est équitable pour tout le monde, c'est qu'il y a la même majoration et qui permettra de faire évoluer en fonction de cet été. La seule bémol, et monsieur peut-être m'a fait remarquer, c'est que l'IFSE est mensuel. Donc cette prime va être versée mensuellement
Et donc, ils vont la toucher mensuellement. Et à la fin d'année, ils avaient l'habitude d'avoir une prime. Et comme tout à chacun, on attend, entre guillemets, le 3e mois, pour ainsi dire. Là, il n'y aura plus de 13e mois, mais il y aura une prime tous les mois. Donc, ça va... Hein, oui, il y aura le CIA. Oui, mais Oui, mais qui ne peut pas excéder 10% de la prime globale. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Donc, ce qui fera une majoration pour chaque agent annuel, disons recevable, et disons qui permettra de faire voir qu'on a fait un geste à collectivité. Et cette majoration, les agents la toucheront, comme je vous dis, tous les mois. C'est là où ça va peut-être pas grincer, mais disons que ça va être dur à accepter parce que dans le mois, ça ne fait pas beaucoup si on regarde en fin d'année. Voilà. Donc, maintenant, s'il y a des questions sur le RIF 7, je demanderai à Mme Nassiri qui aura plus de détails à cadrer, qui vous l'expliquera. Voilà. Je ne sais pas si j'étais clair. Monsieur, peut-être toi qui as l'habitude, qui a mis ça en place, si tu as autre chose à rajouter. Non, enfin bon, c'est vrai qu'il va falloir expliquer aux agents que globalement ça fait la même chose, mais que ça répartit différemment dans le temps. Et si on suit la logique, alors je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais si on suit la logique du prélèvement à la source, c'est presque mieux pour eux qu'ils l'aient tous les mois parce qu'ils auront un prélèvement à la source qui sera à peu près constant, alors que s'ils l'avaient en prime unique à la fin de l'année, cette prime-là, vu le prélèvement à la source, elle serait drôlement imputée puisque tout arriverait en même temps. Mais bon, alors c'est vrai que bon, tu m'interrogeais sur... Nous, on l'a mis en place au syndicat l'année dernière. Il a fallu effectivement expliquer aux agents que ce serait mensuel et pas annuel. Et puis on avait toujours fait une cote mal taillée. Nous, on s'était attaché à faire en sorte que les agents, comme tu disais, ne se retrouvent pas pénalisés par ce passage à un nouveau régime indemnitaire, puisque dans certains cas, si on fait un calcul un peu brutal, on pourrait aboutir effectivement à des taux négatifs de primes, enfin, des variations négatives de primes. Ce qui n'est pas forcément très sympa pour les agents. C'est effectivement ce qu'on a essayé de faire, parce que d'autant que là, on tombe mal. Au mois de janvier, donc il y a un prélèvement à la source qui arrive. Donc, médicalement, comme c'est mensualisé, la prime. Alors ça, c'est vrai que c'est un écueil, parce que finalement, avec le prélèvement à la source, ils ne vont pas le voir. Et donc à la fin d'année, comme il n'y en aura pas, ça va apparaître. Et alors, mais ils n'auront pas de négatif. D'accord, c'est pour ça que voilà. Donc en public, on ne peut annoncer les montants, mais si vous souhaitez les voir, ils sont à disposition auprès de Mme Massier. Non, excusez-moi, mais ils ne sont pas à disposition. Il y a que ça, c'est des données personnelles en fait qui ne relèvent que du maire. Donc seul le maire a accès au montant des primes. Oui, on peut donner le montant global. Le montant global, oui, on peut le faire, mais pas nominativement. Là, ça va faire pour l'ensemble du personnel une majoration de 3 764 € pour l'ensemble du personnel. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Pas de questions. Donc ce qui vous est demandé, c'est d'instaurer ce régime indemnitaire tenant compte des fonctions de suggestion, d'expertise et d'engagement professionnel, donc le RIF 7, tel qu'il vous a été présenté, d'autoriser le maire à fixer par arrêté individuel le montant du LIFSE et du CA versé aux agents concernés dans le respect des dispositions fixées ci-dessus, de prévoir et d'inscrire les crédits correspondants au budget, donc la somme que vient de dire monsieur Comte. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des contre? Adopté.
Nouvelle loi en 2019, au 1er janvier 2019, il s'agit de la révision de la liste électorale. Vous savez, pour ceux qui étaient dans la révision, qui sont passés, pour ceux qui ont travaillé dessus, ça sera fini au 1er janvier 2019. Nous devons mettre en place disons une nouvelle disposition. Cet objectif, c'est la volonté de fiabiliser la liste électorale en supprimant les doublons, vous connaissez, la volonté d'augmenter la participation aux différents scrutins avec la possibilité de s'inscrire plus tard qu'actuellement. Ben ça ne change rien, ça. Ce qui change, par contre, apparaîtra sur la carte électorale l'identifiant national de l'électeur attribué par le RU, parce que ça s'appellera le répertoire électoral unique RU. La possibilité de s'inscrire jusqu'au 6e vendredi pour voter un scrutin. Les jeunes ayant 18 ans entre 2 tours d'élection pourront voter au 2e tour. Les chefs d'entreprise pourront s'inscrire sur la commune. Alors, écoutez bien, les chefs d'entreprise pourront s'inscrire sur la commune abritant le siège de leur entreprise plutôt que sur leur lieu d'habitation. La commission administrative de révision des listes électorales est supprimée, donc c'est là la modification aussi. Après le 9 janvier 2019, c'est le maire seul qui examine les statuts sur les demandes déposées par les électeurs, mais par contre, mise en place une commission de contrôle qui vérifie les décisions du maire et qui sera au sein du conseil communautaire. Je dis bien. Mise en place de la commission. Municipale, oui. Mise en place de la commission de contrôle. Son rôle. Elle examine la régularité des inscriptions et radiations intervenues depuis sa dernière réunion. Elle peut réformer les décisions du maire ou procéder à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Sa composition sera de 3 conseillers municipaux, hors maire, hors adjoint, pris dans l'ordre du tableau, plus 2 conseillers municipaux d'opposition pris dans l'ordre du tableau, donc 3 suppléants et 2 suppléants aussi. Son fonctionnement, réunion au moins une fois par an, séance publique soumise à la règle des quorums, séance publique, je vous préviens, soumise à des règles de quorum, des décisions sont notifiées à l'électeur, au maire et à l'INSEE dans les 2 jours suivant sa réunion, secrétariat assuré par les services municipaux. Pour les élections européennes, convocation de la commission pour une réunion entre les 2 et le 5 mai 2019. Période transitoire, la commission des listes électorales qui existe à ce jour doit se réunir avant le 9 janvier, c'est-à-dire ce qui existe aujourd'hui, je vais les réunir avant le 9 janvier, pour traiter des demandes d'inscription, radiation déposées avant le 31 décembre 2018. Elle ne traite pas les demandes déposées à partir du 1er janvier 2019, car celles-ci relèvent de la nouvelle réglementation instruction directe par le maire. Donc cette commission va se composer avec des noms bien spécifiques, bien attribués, ont gagné. Puisqu'on exclut le maire et les adjoints, le premier de liste. Alors, l'ordre du tableau détermine le rang du conseil municipal. Après le maire prend le rang dans l'ordre du tableau les adjoints et les conseillers municipaux. L'ordre du tableau les adjoints est déterminé sur réserve des dispositions du dernier alinéa L21, 22-10 par ordre de nomination entre adjoints élus le même jour sur la même liste aux fonctions d'adjoint par ordre de présentation sur cette liste. L'ordre du tableau des conseillers municipaux est déterminé même quand il y a des sections électorales. 1. Par la date la plus ancienne nomination intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal. 2. Entre les conseillers élus le même jour par le plus grand nombre de suffrages obtenus. 3. À égalité des voix par priorité d'âge. Donc le tableau qui est sous mes yeux, sont pas recevables les 5 premiers, et nous partons donc au 6e, qui est M. Rovelard-Jacques, félicitations, Mme Quevillier-Claude, félicitations, et Mme Moulin-Chantal, félicitations. Et les 2 autres personnes sont Mme Chauvel, félicitations, et M. Chabriat, félicitations. Ensuite, sont en suppléant M. Hilaire Gérard, M. Machefé Daniel et Mme Balespi. Et dans les 2 autres personnes, M. Bell Serge et Mme Bersner-Kirchner. Voilà. Donc c'est ce qui composera donc, le tableau, qui composera la commission de la révision de la liste électorale à partir du 1er janvier 2019. Je vous la proposerai. Et à votre bonne connaissance de la commune, vous redirez, vous inscrirez, vous modifierez selon vos connaissances. Alors, j'aurais tendance à dire, c'est pas plus mal peut-être, parce qu'effectivement aujourd'hui, des communes comme le nôtre, où il y a un turnover qui est en train de s'instaurer, quand on recrute des gens qui révisent la liste électorale, ils ne connaissent pas forcément les voisins, les quartiers et les électeurs.
Donc c'est très difficile. Alors quand on prend un Soulas, une dame qui est de Soulas, un monsieur, ça pose pas de problème parce qu'elle connaît ses petits. Quand on commence à prendre quand on dit la liste n'est pas très longue, on va dire. Voilà. Alors excusez-moi si le petit ne convient pas, la liste n'est pas très longue. Mais quand on prend vert, on prend Monton, on prend l'école, là ça commence à devenir délicat parce qu'il y a un temps d'honneur important. Voilà. Donc peut-être les élus connaîtront un peu plus puisqu'ils tiennent des bureaux de vote. Les élus connaîtront peut-être un peu plus parce qu'ils sont peut-être un peu plus en proximité et ça relève. Voilà. Donc la commission elle sera supprimée à partir du 10 janvier 2019. Nouvelle commission sera en place à partir du 1er janvier 2019. Félicitations, mesdames et messieurs. Non rémunéré. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Reconnaissance éternelle. Pardonnez-moi, la commission était composée uniquement de Personnes extérieures. En présence du maire et de la directrice générale des services pour prendre note. Voilà. Questions diverses? Ou une modeste question diverse. Je vous en prie. Dans les documents qu'on reçoit en même temps que le bulletin municipal, donc j'ai reçu comme tout le monde ce petit papier là pour le boulanger qui s'installe. Je pense qu'il est d'origine portugaise. Parce qu'il a fait une faute grossière au prénom de Georges. Il a oublié le S. Ah, j'ai pas fait ça. Alors que Georges Brassens, c'est bien le français. Mais il est peut-être Et Georges sans S, c'est les femmes. Comment? Georges sans S, c'est les femmes. Eh bien oui, mais le Georges sans S. en Angleterre. Non. Georges. Et oui, tout à fait. Et au Portugal. Alors, il est à Saturnin, donc vous le connaissez. Bon, c'est simplement très Il est à Saturnin, vous le connaissez certainement. Ah ben, non, il faudra qu'il fasse partie de la fameuse commission, vous avez parlé de la culture radio, et monsieur pourra prendre. Le genre en portugais, c'est avec un J. Oui. Sans S aussi. C'est ce que je viens de lui dire. Georges. Oui, mais bon. Attendez, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui me choque un tout petit peu. Oui. Sur la question, sur le bureau municipal du 19 novembre, sur le pain pour la cantine scolaire. Enfin bon, ça c'est. Là, vous mettez que à la fin, vous prenez le pain pour la cantine scolaire jusqu'au martre de verre, jusqu'à la fin de l'année. Puis, nous reviendrons à la répartition habituelle entre les deux boulangers de la commune. Oui. C'est peut-être un boulanger au début. Oui. Mais ce n'est pas un boulanger de la commune. Il ne fabrique pas son pain sur la commune. Oui. Il le vend seulement. Oui. Pour moi, je ne considère pas qu'il est le boulanger de la commune. Alors, c'est je sais pas. Peut-être. Pardon, non mais moi je ne sais pas, non mais je crois que si vous savez, si on veut maintenir un dépôt de pain, il faut le faire vivre. Il faut le faire vivre. Alors c'est peut-être à l'appellation de boulanger de Monton qui vous gêne, donc à ce moment-là, dépôt de pain de Monton. Oui, dépôt de pain plus disons le boulanger. D'accord. Mais on est obligé de faire vivre, hein, sinon vous voyez bien la difficulté, voilà. Et vous allez nous demander de faire, comment vous dire, une dérogation des loyers comme vous avez demandé les précédents. Alors, il y a de grandes chances, je vais voir ce qu'il en retourne. Normalement, c'est bien parti, donc il ne m'a rien demandé pour l'instant. On va bien voir s'il a des difficultés à bien fonctionner. Mais apparemment, c'est bien parti, il ne me l'a pas demandé, on va bien voir. On n'en a pas parlé. Mais il y avait une attente, par rapport au Mour. Pour ceux qui l'utilisent, on le voit bien, c'est en partie. Mais il faut s'y tenir, et le problème d'un dépôt comme ça, il faut s'y tenir, il faut d'avoir de la clientèle. C'est pour ça que nous, on l'accompagne au niveau de l'acquisition du pain, de l'achat du pain. De 7h à 12h30, c'est très bien, mais ceux qui rentrent à 18h... On lui a déjà fait part de cette problématique-là. Et toute la journée, il faut avoir aussi suffisamment de clientèle pour pouvoir payer la vendeuse. C'est un début, peut-être le matin, s'il y avait beaucoup de monde, peut-être. Et monsieur le maire,
Monsieur le maire, dans le même ordre d'idée, il faut quand même considérer que Carrefour Vert fabrique le pain. Oui. Il ne faudrait pas qu'il nous fasse. Non, jusqu'à Il ne faudrait pas qu'ils disent, mais attendez, vous favorisez les boulangers de la commune, ok, mais moi j'en fais partie. Oui, oui, oui. Parce qu'il ne fait pas que vendre, il fabrique le pain. D'ailleurs, je reprends les propos de mon voisin, effectivement, il ne fabrique pas le pain, il fait de la chauffe. Il fait de la chauffe. De la chose. Non, mais il n'a jamais fait de. Non, mais il ne faudrait pas qu'il puisse intervenir et dire, mais attendez, pourquoi vous ne le prenez pas? Parce que la commune travaille quand même avec, fait quand même travailler Carrefour, hein, pour tout d'autres achats. Il prend des légumes, il prend des choses. Non, mais je veux dire, oui, non, mais je comprends. Tu vois, Non. Est-ce que le pain, enfin, Carrefour, est-ce que Carrefour fait du pain tous les jours de la semaine? Oui, à ma connaissance, oui. Moi, j'ai pas vu. Alors, moi déjà, il ne fait pas du pain, il fait chaud, il cuit du pain. Voilà, alors tous les jours, je ne sais pas. Moi, je crois que oui. Je ne peux pas l'affirmer, il faudrait vérifier. Mais alors, je crois que c'est entre deux verres. oui, il y a un jour où il y a un jour où ils ne font pas du pain. Alors, il est illégal que Carrefour fasse tous les jours du pain. Oui, bien sûr. Vous avez le boulanger des Martres de Verre, la biscotte, elle le fait tous les jours. non, par exemple, pas le droit. Biscotte voilà, si, parce que si vous regardez un petit peu ce qui se passe au niveau du syndicat des boulangers, il y a une grosse bataille en la matière, parce que certains boulangers estiment qu'ils ont le droit de faire du pain tous les jours, que ça crée des embauches. Il y avait Arthur, le boulanger, qui se battait là-dessus, et il y a maintenant plusieurs boulangers qui ont monté un syndicat contre le syndicat existant pour pouvoir faire fonctionner leur boutique tous les jours, 7 jours sur 7. Je pense que moi, il y a un boulanger qui est traîné au tribunal. Oui. Et alors, il y en a qui biaisent. En fait, ils laissent leur magasin, leur boulangerie ouverte. Ils ne vendent que des viennoiseries. Ils ne vendent pas de pain, mais des viennoiseries. Ils essayent de biaiser comme ça. Il y en a un qui va au tribunal. Je pense que c'est un boulanger de Dax qui a gagné en justice, effectivement. Mais il a gagné parce qu'il est ouvert tous les jours et il a obtenu gain de cause. Voilà. Dès l'instant que le code du travail, il a misé sur le fait que le code du travail soit respecté pour ses salariés. Non, je ne crois pas que ça marche. Mais bon. Là, je ne discuterai pas, je ne sais pas. Je sais qu'il y a un dilemme entre les. Ouais. Enfin, tant qu'on a notre pain quotidien. Pas d'autres questions? Oui. Le dernier conseil municipal de Nelly Westmeskirch a fait une remarque en ce qui concerne la garantie d'emprunt sur l'office et on avait ajourné la. Elle est toujours ajournée, j'ai toujours pas eu la réponse. Pourquoi nous et pas les autres? On a la réponse sur le détail, mais pourquoi nous et pas les autres? Pourquoi d'autres? Et donc on essaie. Pourquoi ce choix-là a été fait? Voilà, pourquoi ce choix-là a été fait. Donc je n'ai pas la réponse, donc j'ai ajourné. Il n'y a pas d'urgence, donc il n'y a pas d'obligation d'urgence. Voilà. Autre intervention? Sur l'urbanisme, on doit avoir une réunion le 5 décembre. Est-ce qu'on n'en parle que à la commission ou on peut en parler? Je peux poser une question globale au conseil. Je vous en prie, questions diverses. Alors, je vois là le lotissement des Pradiers. Auvergne Habitat a acheté 2 lots pour faire 14 logements sociaux. Oui. Ce dossier sera analysé par la commission. Mais moi, il y a quelque chose, je ne sais pas quelles sont les clauses, quels sont les critères de l'achat des lots. Est-ce que dans le lotissement des Pradiers, est-ce qu'il était prévu que l'on puisse faire des logements sociaux? Bien sûr. Ah bon? Donc vous l'aviez prévu? Ah non, pas nous. Nous, c'est le promoteur. Rien ne l'interdit. Rien n'interdit. Comme le promoteur, il n'est pas interdit d'acheter des lots
par exemple, ça s'est passé quand j'étais à la communauté de communes, ça s'est passé par exemple à la Roche-Blanche, Office a acheté des lots pour faire du logement social dans un lotissement. Il y a un lotissement qui a été pris par la totalité de l'Office, qui a été pris par voilà. C'est les promoteurs, eux, ils préparent. Nous, ils aménagent le terrain. Ils aménagent le terrain en accord avec l'urbanisme de Vermonton. Après, ils vont acheter des lots, mais ils vont être soumis au PLU comme tous les autres. C'est-à-dire qu'il y a les hauteurs, les largeurs, les emplacements, les trucs comme ça. C'est bien pour ça que la commission va se réunir, va débroussailler le dossier, et j'ai l'intention de réunir l'ensemble des élus qui sont intéressés pour savoir sa finalité, comme on avait fait pour le sous-traitement qui a traîné à côté, au déchet, au même titre que pour Chardonnay. On fait travailler les bureaux d'études en fonction, et après, on va travailler sur le détail qui nous paraît important, sur la mise en place qui nous paraît importante, sur les collectivités. Ceci dit, à partir du moment où les prescriptions du PLU ou PLUI sont respectées, la marge de manœuvre, c'est de la négociation. Absolument. Pour essayer de leur dire, on aimerait peut-être que ce soit pas tout à fait comme ci ou pas tout à fait comme ça, mais à partir du moment où ils sont dans les clous du PLU, c'est un promoteur privé comme un autre, il a acheté son lot, il construit dessus. On n'a pas forcément la main dessus. Au même titre, par exemple, que le lotissement Para, je dis lotissement Para puisque c'est bien fait, il y a une personne qui a acheté 3 lots pour faire une maison. Oui, mais c'est l'inverse des 14 lots. Oui, non, mais c'est l'inverse. Mais ce que je veux dire, ce qui est dans un sens, mais dans l'autre aussi. Alors, le règlement de lotissement définit la superficie qu'on peut construire sur chaque lot, donc dans la mesure où on respecte ça. Oui, mais c'est le bloc au milieu de Et alors, est-ce que les acquéreurs des autres lots sont informés de cette disposition? Parce que là, est-ce que les acquéreurs des autres lots sont informés de cette disposition? Parce que ça veut dire que quelqu'un qui va acheter pour faire sa maison risque de se retrouver à côté d'un bloc. Mais ça c'est du ressort du droit privé, ça. Oui, non, mais en théorie, j'ai pas les moyens d'acheter. Non, mais c'est pas ça que je pensais. Non, mais parce que comme ceux qui auront acheté pour mettre leur petite maison tranquille, comme ils vont se retrouver à côté. Comme disait Josiane, c'est vrai non, mais va faire partie il y a un règlement sur non, mais comme quoi la commission qui va se réunir a tout intérêt à être au complet, bien travailler, et on en débattra ensemble tous ensemble. Mais je pense que c'est intéressant. Je pense que la réponse est... Ah, mais on connaît mon opinion là-dessus. Je pense que la réponse a été donnée par Josiane. Théoriquement, il y a un règlement de lotissement. Et théoriquement, ça doit être spécifié dans le règlement de lotissement. Donc si tu achètes une parcelle et que tu fais attention au règlement de lotissement, s'il est bien fait, tu dois le savoir. Si ta parcelle est à côté ou pas d'une parcelle. Effectivement, si le problème c'est d'avoir un bâtiment un peu massif parce qu'il y a plusieurs maisons ensemble, on peut tout à fait avoir un même projet pour un particulier qui décide de faire une maison de 2 étages. Moi j'ai sur le terrain à côté de chez moi une maison de 300 mètres carrés dans un lotissement où toutes les maisons font à peu près 120 mètres carrés au sol. Ça, c'est pas impossible, et c'est après le fait qu'il y ait aussi du logement social qui arrive dans un lotissement, je pense que c'est... Je ne parle pas du logement social. Ça va faire un bloc. Voilà, je crois que c'était l'exemple de logement. Le fait que ce soit un bloc, c'est le fait en particulier la même façon. Moi, le nombre de logements, je ne sais pas, mais moi, c'est le bloc. Mais le bloc pourrait venir sur un pays, des pays, sur d'autres terrains de lotissement, sans pour autant donner plus de regard que sur celui-ci. Si je me permets de dire ça, c'est parce que, à titre personnel, à une époque, j'avais ma petite maison modeste, là où elle est. Et puis un beau jour, il y a une municipalité un peu con qui a décidé de coller une gendarmerie. J'ai 16 logements devant mon nez. Et c'est pas la municipalité actuelle. Non, mais on a bien compris, Voilà, un niveau de sécurité exceptionnel.
Alors, les titulaires et les suppléants, il faudra mettre vos noms. J'ai fait un repère avec vous, M. Chabriat. Oui. Le 5e, les 3 premiers, le 5e, et ainsi de suite. Donc c'est Jacques Roblard qui est en premier. Donc, là, et les suppléants aussi, vous mettez votre nom. Remplir la fiche, voilà, si vous préférez. Voilà. Pour voir si vous avez bien La séance est déjà. Et vous pouvez vendre des tickets. S'il vous plaît.